They tell me you want to be a picture maker. Picture maker. Why? Être une fiction face à une autre fiction, des petits morceaux de film. Je suis un film. Ça marche bien, mais... Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu es là, Peter. Allez, jeunesse! One more time! Bonjour et bienvenue sur Passage, le podcast du Ciné-Club de l'Atalante. Ici, discussion, interview, anecdotes sur le monde du cinéma. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'Atalante, première édition. Donc je suis actuellement en compagnie de Robin du Ciné-Club avec moi. Je me prénomme Emma. Aujourd'hui, on va donc vous parler du film qu'on a vu tous les deux, La Salle des profs. Nous allons suivre Karla Nowak, qui est une jeune enseignante d'origine polonaise, arrivée il y a un semestre dans un collège. Elle va se retrouver au milieu d'une enquête pour vol après qu'elle ait cherché des preuves en enquêtant sur ses collègues à leur insu. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ces découvertes. Donc, c'est un film avec un format d'image en 4/3. Donc, on a beaucoup de plans très rapprochés qui viennent vraiment nous enfermer sur les personnages. C'est un film qu'on va retrouver dans un collège qui sera en semi-huis clos, presque totalement en huis clos. Vraiment, on va suivre tout du long la psychologie des personnages. Donc, je trouve que, personnellement, cette idée de plan rapproché tout le temps vient vraiment créer un malaise, un étouffement tout au long du film, un peu progressif, comme si les plans se rapprochaient de plus en plus sur les personnages et qu'on avait de plus en plus de pression pour eux et on commence à avoir des suspicions pour tout le monde. Donc, on revient sur ça un peu plus tard, mais déjà, je trouve que cette idée de plan très rapproché vient apporter beaucoup de malaise. Donc, on va aussi retrouver beaucoup d'écarts entre de longs moments de dialogue, avec pas beaucoup d'arrêts, des moments avec beaucoup d'intensité d'un seul coup, et après des moments où il n'y a pas de dialogue. C'est surtout de l'observation des élèves, des regards, des souffles, des chuchotements qu'on peut entendre, qu'on peut apercevoir au loin. Donc vraiment, comme si tout le monde autour était un peu notre ennemi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un film presque en huis clos, donc en plus du cadrage, ça rajoute beaucoup de pression. On a une sensation d'enfermement constante, que ça soit dans la salle des professeurs, comme le titre l'indique, ou que ça soit dans la salle de classe, ou les différentes salles du collège. On va vraiment avoir aucun moment de répit. Voilà, Robin, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Je pense que le film est très riche aussi sur plein d'autres manières. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit et je trouve que vraiment ce côté cadrage huis clos, ça rajoute énormément à l'ambiance. Quelque chose que j'ai particulièrement aimé aussi niveau ambiance, c'est la musique, très présente dans le film, répétitive mais nécessaire je trouve, et c'est le côté répétitif qui va donner encore plus d'angoisse dans ce collège. On a l'impression d'être emprisonné avec eux et donc cette musique qui rajoute une tension constante et qui se répète à chaque fois dans des moments de tension et qui vont donc à chaque fois nous rappeler des scènes ultérieures, etc. Et donc les différentes musiques qui sont assez subtiles rajoutent quand même énormément à cette ambiance et je trouve que c'est un des éléments les plus importants. Ok, personnellement, je trouve que cette musique est un peu trop répétitive et un peu trop présente, mais bon, on a chacun notre avis, c'est sûr. Mais c'est vrai que s'ils l'ont répété comme ça, c'est qu'il y avait une idée derrière et ça t'a traversé à toi. Donc je pense qu'ils ont dû réussir chez certains. Parce que vraiment, j'ai eu une impression tout du long et je ne sais pas si tu la partages, mais vraiment, j'avais l'impression d'être un personnage à part entière dans l'histoire, comme si la caméra, c'était quelqu'un. Donc vraiment, la caméra qui était personnifiée et que du coup... je me retrouvais à sa place, que c'était moi qui discutais, qui était dans cette classe. Et en fait, comme si j'enquêtais avec la professeure tout du long. C'est vraiment, on suit la caméra, toujours la professeure, les élèves, comme dans un labyrinthe, on ne sait pas trop où on va, un peu à l'aveugle. Et du coup, on ne trouve pas trop de sorties, on va à droite, à gauche... voilà, on est un peu perdu, donc c'est sûr que c'est un peu déroutant comme moment.
Mais bon, après, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que toi aussi tu t'es senti à cette place Oui, totalement. C'est aussi, je pense, une des grandes parties du film, c'est de devoir essayer de nous faire la part des choses dans cette histoire. Et particulièrement, ce qui nous plonge vraiment dans l'histoire aussi, c'est le jeu des acteurs. On fait quand même face à la majorité des acteurs sont des enfants et qui pourtant jouent extrêmement bien. On est vraiment ancré dans la réalité, on a l'impression d'être dans la classe avec eux. C'est vraiment ce côté implication dans l'histoire qui va participer au fait que voilà, on se sent dans le film. Et encore une fois, les enfants jouent extrêmement bien. Ils arrivent à donner un côté qui n'est pas abrupt dans l'histoire du film et dans la révélation des vols. Ça va être assez progressif. La perte de confiance des élèves envers les profs, elle va se faire petit à petit. Ça n'arrive pas directement. C'est des éléments dans le film qui vont participer à ça. Et d'autant plus que voilà, les enfants, eux, arrivent à s'approprier l'histoire. À un moment, on voit dans le film qu'au final, c'est eux un peu qui vont décider de leur vérité. Il y a une véritable domination de la part de la classe sur la salle des profs. Et ce rapport de domination, il va vachement être montré dans le film quand on a des différences de scène entre ce qui se passe dans la salle des profs et après transition ce qui se passe dans la salle de classe. C'est énormément bien fait et c'est hyper important parce qu'on va voir que direct, si ça se passe mal dans la salle des profs, ça va mal se passer dans la salle des élèves. Et si ça se passe mal dans la salle des élèves, ça va mal se passer dans la salle des profs. Et c'est ça que je trouve hyper important dans le film. Et certes, il y a un rapport de domination. On pourrait croire que c'est les élèves qui sont dans le vrai, mais en réalité, tout le monde est fautif. Ils ont tous une part de responsabilité. On a l'impression vraiment que le collège, c'est une machine. Chacun est un rouage. Chacun va faire partie de cette histoire et chacun va contribuer aux différentes révélations qu'il y aura, aux différentes trahisons, aux remises en question de la capacité des professeurs à agir dans cette histoire. Et donc voilà, je trouve que ce qui est hyper important, c'est vraiment les enfants dans le film et leur jeu d'acteurs qui vont rendre ça hyper crédible et qui vont aussi nous aider à nous impliquer dans l'histoire. Et c'est là que je te rejoins totalement. On a vraiment l'impression de faire partie de cette histoire, d'autant plus avec le jeu de caméra, mais aussi évidemment avec le jeu des enfants. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a une sommation de plein de facteurs qui viennent en fait nous rendre présents dans l'histoire. Après, je trouve qu'aussi, si je dois un peu critiquer cette partie-là, c'est que d'un seul coup, le film va nous ouvrir beaucoup de pistes, de portes. On va avoir d'un côté une histoire d'un enfant en particulier, d'un autre enfant, d'un professeur. Et en fait, on ne sait pas où donner de la tête. Alors, est-ce que c'est vraiment une idée comme une enquête où beaucoup de portes sont ouvertes et après on les ferme une par une parce qu'on se rend compte qu'elles sont fausses? Mais est-ce que aussi c'est pas d'un autre côté où ils ont voulu aller trop loin, vouloir ouvrir beaucoup de pistes et en fait en fin de compte juste perdre le spectateur et juste se demander mais où est-ce qu'on va en fin de compte, pourquoi commencer une histoire pour ne même pas la finir? Vraiment c'est des moments où je me suis demandé, mais on voit un élève, on entend son histoire, on voit ses parents et d'un seul coup il disparaît, on le voit plus et on ne sait même pas ce qu'il est devenu, son avis, etc. Donc voilà, c'est un peu un des moments qui m'a un peu perturbée, je pense, pendant ce film. Même si c'est vrai, je te rejoins, le jeu d'acteur est vraiment fantastique. Si je dois ouvrir autre chose, un autre sujet de débat, c'est aussi le fait qu'on va suivre la professeure, Carla, personnage. On ne connaît pas sa vie d'avant, on la connaît juste en tant que professeure à part entière, on voit un peu ses émotions, etc. Mais en fait, on se demande où est-ce que cela va nous emmener, qui est vraiment cette professeure. On n'a pas vraiment de liens qui peuvent se créer personnels avec elle parce qu'en fait, on la voit juste dans son cadre professionnel. On ne la voit pas comme quelqu'un de méchant parce qu'on ne sait pas si elle a déjà fait des choses négatives dans sa vie et c'est pour ça que c'est elle qu'on va croire et qu'on va suivre. Mais en même temps, en fait, qui est-elle vraiment Non, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand je suis sorti de la salle, j'avais un peu ce ressenti-là, mais avec le recul, j'arrive à avoir une autre vision du film. Donc sur ce que tu as dit au début, sur le fait que le film ouvre beaucoup de portes sans forcément régler les choses, je pense qu'il y a un côté volontaire de la part du réalisateur et des scénaristes. Parce qu'en réalité, si on compare ça à la vraie vie, en général, c'est souvent ce qui se passe. On a souvent des scandales et après, on va pas forcément s'attarder sur les personnes concernées. Qu'est-ce que ça peut leur faire, qu'est-ce que ça peut leur causer sur leur vie personnelle. On va forcément s'intéresser au scandale en lui-même et totalement déshumaniser les responsables ou les victimes. Et donc c'est pour ça que ça se rejoint aussi avec ce que tu dis sur le fait qu'on ne sait pas vraiment énormément de choses sur cette professeure. Et pour le coup, moi je trouve
que ça correspond un peu à la thématique du film. C'est vrai que souvent dans le film, on aime forcément s'attacher au personnage, savoir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a dans sa vie, voilà, enfin tous ces petits intérêts qu'il a, ça aide énormément à se rapprocher du personnage. Et là, je trouve qu'on arrive quand même à se rapprocher d'elle sans forcément savoir qui elle est. Et je pense que c'est volontaire parce que on pourrait essayer de rapprocher cette histoire de ce qui se passe dans ce collège à, en réalité, n'importe quel collège. Je pense que c'est le but de ne savoir rien sur personne, que ce soit cette professeure, mais même les élèves ou les autres professeurs dans la salle des profs, on sait rien sur eux. On a l'impression un peu d'assister à une partie de Cluedo, c'est-à-dire que chacun a son rôle attribué. On a le responsable, les victimes, les intermédiaires, etc. Et je pense que c'est fait exprès. Voilà, on connaît juste leur nom sur eux. On sait c'est comme rien. des étiquettes qui sont déjà préplacées sur les gens. On sait que tel élève est comme ça, que tel élève est comme ça. C'est vrai qu'il n'y a aucun moment, par exemple, un professeur qui vient parler à Carla et se dire « Moi aussi, je vais devenir enquêteur et je vais faire partie de l'enquête, je vais venir t'aider. » Non, Carla, c'est l'enquêtrice, elle restera enquêtrice. Et si on a un personnage secondaire qui vient lui parler, il va rester dans son personnage. C'est vrai que les rôles sont très cadrés, comme tu le dis. Je suis bien d'accord avec ça. Non, exactement. Et la preuve en est, dans le film, on a une scène, de 5 secondes. On a juste une professeure qui lui demande comment elle va, qui lui fait un câlin, et après, fin de la scène, on sait plus rien. Donc c'est vraiment ça, il y a une déshumanisation complète. Peut-être qu'il y a une scène où on la voit paniquer aussi dans les toilettes, mais pareil, c'est hyper court et c'est pas forcément une des scènes les plus mémorables du film. Et pareil, le fait de paniquer, qu'est-ce qui a pu provoquer cette panique ? Pourquoi panique-t-elle comme ça ? Comment réagit-elle ? Comment elle connaît ? En fait, c'est vraiment tout un passé de sa vie qu'on ne connaît pas parce qu'on va juste suivre ce mois ou ces semaines dans ce collège avec elle. Mais en tant que professeur. Mais est-ce que le fait qu'on la voit pas en tant que professeur, c'est un peu comme la vision qu'on avait nous-mêmes jeunes au collège, de voir notre professeur comme un robot qui nous donne des cours qu'on aime ou on n'aime pas, bien sûr, mais on ne l'imagine pas avec une vie derrière, des sentiments, des émotions. Dès qu'elle va vous montrer ses émotions, c'est dans la salle des professeurs ou dans des endroits où elle peut se retrouver seule. Et c'est vrai que tout le film aussi peut venir un peu critiquer cette partie-là où en fait on met une pression sur des professeurs de s'occuper des élèves. Les élèves de leur côté, ils pensent que les professeurs, c'est normal qu'ils subissent tout ça et qu'ils n'ont pas le droit d'aller mal. Et en fait, je trouve qu'aussi d'un autre côté, ils montrent que les professeurs sont des êtres humains à part entière et qu'ils ont le droit d'aller mal, ils ont le droit de ressentir des émotions. Mais d'un autre côté, c'est toujours caché et jamais elle va dire devant ses élèves « Attendez, moi aussi, ça me touche. Moi aussi, je suis un être humain à part entière. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me parler. Je ne suis pas une machine qui vous met des connaissances dans l'esprit. » Et c'est vrai que il y a sûrement une critique là-dessus aussi de cette déshumanisation du professeur et que c'est une machine d'apprentissage et pas un humain qui transmet sa passion ou ses connaissances. C'est exactement ça, et c'est là aussi qui est incroyable dans le film, c'est qu'il y a quand même une double remise en question. C'est parce que on va s'attarder sur ce que sont les profs, comme ce que tu dis, leur humanité. On pense pas forcément que ce sont des personnes, on les réduit souvent juste à leur métier. Si je peux revenir sur quelque chose, je trouve que le collège peut être considéré comme une micro-société où les enfants et les adultes cohabitent ensemble. Cette micro-société pourrait être comparée à la guerre qui est arrivée en Allemagne, avec tous ces moments où on ne pouvait même plus faire confiance à son voisin, car son voisin pouvait nous dénoncer pour n'importe quoi, son voisin pouvait être l'ennemi, son meilleur ami aussi, où on n'a plus confiance en personne. On a une scène dans le film où la directrice rentre dans la classe et demande à tous les élèves de se lever, de se mettre en rang, de sortir leur portefeuille, elle va les fouiller. C'est vraiment un moment où il n'y a plus aucune confiance. Enfin, grâce à son autorité, elle va les aligner, elle va leur dire quoi faire. Ils n'ont même pas le droit de s'exprimer, de se défendre. Donc, oui, ta comparaison elle est totalement pertinente, et je trouve qu'il y a aussi ce côté autoritaire qui va révéler un peu souvent l'hypocrisie des personnes. La professeure qui se veut être quand même ambassadrice des élèves et un peu médiatrice dans cette histoire, on va quand même avoir une révélation sur ce qu'elle est. Elle se veut des fois peut-être être trop blanche dans l'histoire, trop innocente, à vouloir être la médiatrice de tout, mais qui au final, on va voir qu'il y a quand même un peu un rapport de favoritisme. L'enfant de celle qui est prétendue coupable, vu que c'est le bon élève de la classe, on va quand même voir qu'il y a une certaine différence de jugement.
Et donc je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie qui est révélée de la part de la professeure. Et donc par rapport à cette scène finale aussi, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la fin ? Je m'attendais à plus de dénouement, à plus de réponses, à plus de contexte. Enfin, voilà, ça a été vraiment je trouve un labyrinthe, comme un Cluedo, comme tu as dit tout à l'heure, avec tous les personnages. On a suivi l'enquête, on s'est posé des questions et en fin de compte, on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est pas mieux comme ça ou est-ce qu'il me manquerait pas quelque chose ? Je sais pas. Mais personnellement, j'aurais attendu un peu plus, peut-être un peu plus d'explications. Pour ma part, ça a été un peu pareil. J'étais à fond dans l'histoire et la fin m'a un peu laissé sur ma faim aussi. Il y a quand même, je trouve, un manque de conclusion qui m'a énormément frustré sur le moment. Et ce côté abrupt de fin directe, où on n'a pas de dénouement sur l'histoire, on ne saura jamais qu'est-ce qu'il adviendra des coupables, des victimes, de la situation dans le collège. On ne saura pas comment le collège va continuer après cette histoire. Le film va nous montrer différents cas de vol perpétrés par des personnes différentes. Et aussi, peut-être que cette fin où on n'a pas de réponse, on n'a pas de procès d'une personne en particulier, c'est pour nous montrer qu'en fait, tout le monde peut être fautif, tout le monde peut finir par être le coupable et que c'est un peu aussi cette idée de est-ce qu'on passerait pas trop vite à autre chose ? Est-ce qu'on n'oublierait pas en fait trop vite les délits et ce qui se serait passé réellement ? Enfin, c'est pour ça que ce film, plus on l'analyse, plus on peut le comparer à notre quotidien, à notre vie réelle. Exactement. Et puis je pense que on peut conclure sur ces beaux mots. En tout cas, je te remercie. Et puis, voilà. Merci beaucoup à toi. En tout cas, ça m'a appris plein de choses. Et c'est vrai que ça m'a fait changer mon point de vue sur certaines choses aussi, d'entendre ton avis et celui d'autres personnes. En tout cas, allez voir ce film. Il est vraiment très bien. Et on aimerait savoir en fait, quels étaient vos ressentis aussi par rapport à ce film. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. C'était super intéressant. Et à une prochaine fois. À la prochaine. Bonjour, on se retrouve avec Malika, je m'appelle Héloïse et on va parler du film Chroniques de Téhéran qui sort en salle le 13 mars. Donc Chroniques de Téhéran est un film iranien de Ali Asghari et Ali Reza Khatami, qui sort en salle le 13 mars à l'Atalante. Donc il montre 9 scènes anodines du quotidien, comme une mère qui habille sa fille pour la rentrée ou un jeune homme qui vient retirer son permis de conduire. Tournés à l'absurde pour les faire devenir des sortes de sketchs sur un sujet qui ne s'y prête pas. Le film est donc divisé en scénettes, un format assez singulier pour un long métrage. Si je peux rentrer du coup directement dans le vif du sujet et dans le film, un truc qui nous avait beaucoup marqué quand on sortait de la salle, c'était le hors-champ. Parce qu'il est omniprésent et il occupe une place super importante. C'est un film qui est filmé en plan fixe, c'est-à-dire que la caméra ne bouge pas pendant toute la scène. Et donc évidemment, on ne voit qu'un seul personnage, puisque c'est toujours sous forme d'échange. Donc la personne que l'on voit est en face une personne de l'administration iranienne avec qui elle a des échanges, comme tu l'as dit, qui tournent parfois au ridicule et qui pourtant dépeignent très bien le régime iranien. Et de ce hors-champ-là, on avait essayé d'en tirer des conséquences, des significations. Et une des premières choses qui nous était venue à l'esprit, c'était le fait que ça déshumanisait la personne en face. En fait, on avait un peu cette impression que du coup, en la déshumanisant, ça la déresponsabilisait parce qu'on ne mettait pas de visage sur le régime iranien. On ne mettait pas de visage sur toutes ces petites mains du régime qui aident à mettre en place des lois ou des règles qui peuvent nous paraître, nous, dans nos yeux d'occidentalistes, comme abusives. Et on avait vraiment cette dimension-là, cette impression en tout cas qu'on ne cherchait pas à accuser les personnes qui mettaient en place le régime et ses règles, mais vraiment le régime iranien en lui-même. Ouais, donc un moyen un peu de détourner l'attention du spectateur et non pas affilier telle scène à un personnage, mais bien au régime iranien, comme tu viens de l'expliquer.
On avait aussi émis l'hypothèse que les personnes qui se trouvaient dans le hors-champ de la caméra représentaient l'ancien Iran, donc qui se clôture également sur un écroulement. Donc est-ce que ce serait pas aussi une manière de dire que ce régime-là est en train de s'écrouler, ou qu'il faut continuer à faire en sorte que ce régime-là ne soit plus au pouvoir pour permettre à la nouvelle génération d'être libre, que cette petite fille qui est obligée d'avoir un uniforme pour aller à l'école puisse s'habiller comme elle en a envie, mettre des couleurs et tout simplement ne pas se poser la question de si son uniforme est conforme à un dogme religieux ou politique, et tout simplement juste aller à l'école pour apprendre. Je suis assez d'accord avec toi sur l'idée que les personnages représentent un peu une sorte de révolution douce et une sorte de destruction aussi un peu douce, ou en tout cas on voit qu'ils s'indignent face au régime iranien qui est empreint d'une grande subjectivité. Cette subjectivité-là, et les personnes qu'on peut voir et donc qu'on suit, elles s'y opposent puisqu'elles ne les comprennent pas, et elles cherchent à montrer à la personne en face qu'il y a des incohérences dans les discours. Et pourtant, la personne en face, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée: je ne fais qu'appliquer les règles, ce n'est pas moi qui les invente, on n'est pas là pour en discuter. Le contexte dans lequel s'inscrit ce film-là, les refus qu'ils ont pu essuyer par rapport à la mise en place de ce scénario-là, et le contrôle du cinéma en Iran. Ce qu'on retient aussi également de ce film, même si le sujet ne s'y prête pas forcément, c'est quand même cette pointe d'humour qui survole le film tout le long, même s'il y a quand même des passages assez embêtants, assez touchants. Il y a quand même des scènes qui sont poussées à l'extrême, comme le jeune homme qui se déshabille quasiment entièrement pour pouvoir avoir la chance de récupérer son permis de conduire. Ces personnes-là qui vivent un quotidien qui pour nous semble impensable puissent en avoir un meilleur. Bon, je dis pas qu'on va pas enrichir cette culture des Occidentaux qui doivent aller sauver l'Orient, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même, nous, la chance de vivre dans des pays quand même beaucoup plus libres. On l'a très bien observé tout au long du film. Donc peut-être que cette prise de conscience aussi, elle est nécessaire par notamment l'art. Donc les deux réalisateurs qui ont pris le choix, un choix risqué d'ailleurs, de faire un film pour dénoncer ce genre de choses. Aussi, donc pour en revenir à ce que tu disais, il y avait la scène de l'école, donc où la jeune fille est obligée de mentir et de menacer, voire menacer sa proviseure pour qu'elle puisse garder le secret. Mais en fait, ça montre bien que dans ce genre de régime, les gens ne peuvent même pas être solidaires entre eux, parce que tout le monde est obligé, entre guillemets, de se tirer dessus pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est très triste. Et puis si au sein d'une même population, les gens ne peuvent pas s'entraider, c'est peut-être que il vaut mieux que ça se fasse par l'extérieur. Et donc d'où l'intérêt de faire des films comme ça qui s'étendent à l'international et qui vont toucher un maximum de personnes. Je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit par rapport à l'humour, donner un peu de légèreté à quelque chose qui est quand même très grave. Et justement, l'humour, c'est la seule chose qu'il y a de léger dans ce film, puisque finalement, à part ça, je trouve que ça peut être quand même un peu oppressant à certains moments. On a pas mal de bruits qui sont assez parasites, avec, par exemple, pendant un entretien d'embauche, on va avoir tous les bruits de travaux en fond qui sont vraiment très prenants et qui appuient aussi le malaise de la personne. Et en parallèle de ça, on va avoir d'autres scènes dans lesquelles il n'y a absolument pas de musique et c'est un silence qui, pareil, appuie le malaise. Tu parlais de l'exemple de celui qui se déshabille pour pouvoir simplement récupérer son permis. C'est un silence complet. Pendant toute cette scène-là, il n'y a aucune musique de fond qui accompagne. Et du coup, je trouve que ça emprunte encore plus de réalisme, toutes ces scènes-là, et ça montre encore plus que la réalité, c'est ça, et qu'on ne peut pas la cacher derrière une musique qui viendrait l'embellir. Et ce truc-là d'humour, c'est peut-être justement la seule chose qui réussit à nous dire ouais, là, ça devient vraiment ridicule. Et pourtant, ça brise un peu le cœur de voir qu'on ne peut pas tous grandir avec les mêmes droits et l'accès égal aux choses. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, mais la place du son et de la musique dans ce film-là, ou en tout cas l'absence de musique, il est assez important, et il entre dans tout ce truc-là du hors-champ dont on parlait tout à l'heure.
C'est vrai que le son a une place importante dans le film parce que tout simplement la musique n'est pas utilisée. À mon avis, c'est un choix vraiment réfléchi de la part des réalisateurs puisqu'elle se déclenche au moment du générique de fin. Donc après cet écroulement des bâtiments et donc métaphoriquement de la société iranienne telle qu'on la connaît actuellement. La musique est interdite en Iran donc, depuis maintenant de nombreuses années, spécialement la musique rock. Donc encore une fois, la musique choisie à la fin, c'est quand même du rock, donc à mon avis, c'est pas un choix anodin. Mais aussi, ce qu'on observe, c'est que chez la jeunesse en Iran, la musique c'est réellement devenu un outil de transgression, notamment avec le cas de Mehdi Rajabian, qui donc était un compositeur qui a été arrêté plusieurs fois pour ses œuvres musicales et qui malgré tout continue de produire de la musique car il prétend il affirme même que cette musique est un devoir moral pour la bataille de ses libertés et que donc rester silencieux c'est être complice avec l'oppresseur. Donc on peut aussi voir un parallèle avec les deux réalisateurs qui décident de dénoncer par l'art, donc par le cinéma, la musique, toutes ces formes d'art. Est-ce que ce serait pas finalement ce qui va permettre à l'Iran de se libérer? Donc ça reste un message d'espoir pour la jeunesse. Il faut continuer, les artistes doivent continuer évidemment à remplir ce rôle. Et tu parlais du coup du cas là, de Mehdi, mais c'est évidemment pas le seul cas auquel on peut penser, en tout cas qui a pu défrayer la chronique et qui a fait du bruit. Et ce film-là, il s'inscrit évidemment dans tous ces combats-là, il s'inscrit dans toute cette actualité-là. On a on a une ou deux scènes par rapport au voile dans le film. Et évidemment, ça s'inscrit dans cette actualité-là par rapport au voile. D'autant plus qu'on sait qu'en septembre dernier, le Parlement iranien, en tout cas le gouvernement iranien, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un Parlement, a voté une loi qui durcissait les sanctions par rapport au port du voile. Donc c'est un film qui, en plus, s'inscrit dans l'actualité, s'inscrit dans un combat qui est réel et qui est encore actuel, ce qui peut encore plus faire peur. Et c'est là que ça nous fait vraiment tilter, c'est qu'on sait que c'est quelque chose qui est encore actuel et qui n'est pas en train de s'améliorer, puisqu'on a des lois liberticides qui continuent à être adoptées, notamment envers les femmes, qui n'ont quand même pas une place très privilégiée dans ce régime-là. Mais alors du coup, si je peux me permettre de donner mon avis, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était plutôt positif par rapport au film, parce que c'est vrai que quand on pense à l'Iran, on peut beaucoup penser à la place de la femme et au voile, et je trouve que le film il révèle vraiment bien le fait qu'il n'y a pas que ça, et que finalement le régime iranien, il est injuste, certes envers les femmes pour beaucoup, mais les hommes aussi sont affectés, et je m'attendais à avoir beaucoup de scènes sur le voile, sur les femmes, et finalement on a quand même des scènes avec des hommes, et on a quand même on est quand même dans une égalité, ou en tout cas on a l'impression que tout le monde subit ce régime. C'est ce qui le rend encore plus terrible, et j'ai trouvé ça assez bien fait, le fait qu'il n'y ait pas qu'un seul problème mis en avant, mais qui dresse vraiment un panorama de ce qu'est la société iranienne aujourd'hui pour tout le monde finalement, et sur plein de sujets, pas que le voile. Par exemple, le fait qu'on n'a pas le droit de promener son chien dans la rue. En plus, ça informe, parce que moi, j'étais pas du tout au courant de ça. Donc, je trouve c'est un vrai outil pédagogique sur ce point-là, et pour ça, je le trouve très important à aller voir, parce que ça permet justement de se donner une idée assez globale de ce à quoi ressemble l'Iran aujourd'hui. Ouais, c'est clair que on pourrait évidemment penser donc en priorité à la place de la femme, mais on a bien vu que le régime au final fait souffrir tout le monde, et puis dès le plus jeune âge. On peut y voir, moi j'y vois dans ce film un parallèle avec le cinéma italien d'après-guerre, donc l'Italie qui se relève doucement des ruines de la Seconde Guerre mondiale après le régime de Mussolini. Donc à ce moment-là, un courant va naître où les réalisateurs, notamment italiens, vont filmer tout simplement le quotidien
sans vouloir embellir, sans vouloir romancer, tout simplement le quotidien de ce qu'est une nation qui se relève après une guerre aussi violente que la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, j'y vois quand même un parallèle avec ce film parce qu'on filme des scènes complètement anodines du quotidien. On romance pas les choses, c'est la vie telle qu'elle est en fait. Et donc sous un régime autoritaire, voire dictatorial, fasciste. Enfin, on peut donner plusieurs adjectifs, mais je vais pas trop me prononcer là-dessus. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment en fait l'histoire peut être une répétition perpétuelle et que l'art a toujours accompagné des révolutions, des ruptures. Donc c'est intéressant de comprendre que l'art a réellement une place importante dans notre société. Peut-être que là, à l'heure actuelle, on en parle comme un film qui sort le 13 mars à l'Atalante, mais que dans quelques années, on en reparlera et puis que ce sera devenu peut-être une référence, même si un jour l'Iran parvient à se détacher de son régime autoritaire. Oui, on ne peut qu'espérer que dans quelques années, on regarde ce film en se disant « Ah, c'était comme ça avant » et que les choses aient changé, en tout cas vers plus de liberté et vers plus de droits et vers moins d'oppression des populations. C'est ça, en faire un message d'espoir et limite un devoir de mémoire comme on a pu en connaître. Maintenant, il y a plein de films qui se font sur, par exemple, le génocide juif et j'en passe. Enfin, des périodes de l'histoire qui sont pas forcément cool, mais dont on doit se rappeler. Donc, ce genre de film peut s'imprégner dans l'histoire de ce pays qui, comme on l'a dit, on espère arrivera à se détacher de tout ça et à être enfin libre. Alors, personnellement, ce que j'ai pensé du film, c'est que c'est, comme tu l'as dit précédemment, un outil pédagogique pour toutes les nations qui sont étrangères à l'Iran et à son régime. Et puis maintenant, la jeunesse se développe beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que les jeunes ont plus la chance de voir qu'il y a autre chose, qu'on n'est pas obligé de porter un voile à 7 ans pour aller à l'école. Bon, je prends l'exemple parce que c'est le plus probant et celui qui revient le plus souvent dans les médias. Mais évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame sur le sujet, qu'on n'est pas obligé de se déshabiller pour demander son permis. Enfin, voilà. Et c'est en ça que je trouve que c'est un message d'espoir parce qu'avec tous les défauts qu'on peut trouver aux réseaux sociaux ou à la mondialisation ou machin, ça reste quand même des outils de lutte et pour se battre pour sa liberté. Peut-être que sans l'arrivée de tout ça, les révolutions qu'a connues l'Iran quand même depuis les années 50 n'auraient pas été possibles ou auraient été moins significatives. Donc il faut continuer à en parler. En ça, moi j'ai trouvé le film très judicieux dans le choix du hors-champ. C'est quelque chose qui commence à se faire de plus en plus, mais sur ce format-là précisément, c'est assez original. Donc le format est hyper intéressant. Alors, peut-être vous rappeler pour finir que ce film, il s'inscrit dans la ligne directrice du festival Rencontres sur les Docks de cette année. Et donc le festival Rencontres sur les Docks, c'est un festival organisé par l'Atalante avec des projections et des animations autour du cinéma d'auteur. Il se tiendra cette année du 2 au 5 mai. Donc si ça vous intéresse de retrouver ce film, n'hésitez pas, parce que vraiment, ça a été un film qu'on a toutes les deux énormément apprécié et sur lequel on a déjà beaucoup parlé même avant. Et ce festival, c'est une manifestation non compétitive axée sur le principe de découverte et de convivialité. Et il va se distinguer par son caractère pluridisciplinaire puisqu'il mêle projection de films, avant-première, concerts, expositions, table ronde. Et le focus de 2024, il est sur le cinéma iranien. Donc foncez, vraiment on ne peut que vous le recommander et on ne peut que vous recommander d'aller à ce festival des Docks organisé par l'Atalante. Tenez, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Bonjour, on est à la soirée adhérent du vendredi 8 mars. Au programme, l'avant-première de Il reste encore demain de Paola Cortellesi avec un verre offert et un petit apéro offert pour tous les adhérents. Alors, pourquoi être adhérente à l'Atalante ? C'est parce que j'aime le cinéma. J'aime discuter cinéma avec d'autres personnes qui ont vu un film.
Et du coup, voilà, j'ai été séduite par l'ancienne Atalante, où c'était possible de discuter, et puis ça continue ici et encore plus. Donc voilà, c'est le cinéma, les échanges, et puis le cinéma du monde entier en version originale. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Alors, nous sommes maintenant en présence de Jean-Pierre, le président de l'association de l'Atalante. Jean-Pierre, pourquoi avoir décidé d'organiser ce soir une soirée pour les adhérents ? Mais parce qu'on a plein de choses à fêter en fait. D'abord d'être nommé dans les 3 salles françaises les plus intéressantes. Et puis parce qu'on a battu des records de fréquentation. Et puis voilà. Et puis surtout c'est pour remercier parce que tout ça c'est possible grâce aux spectateurs, aux adhérents. Et voilà. Donc en fait c'est surtout pour dire un grand merci à tous ces spectateurs fidèles et qui nous soutiennent depuis longtemps maintenant, depuis de nombreuses années. Donc en fait, voilà, c'était pour faire la fête et pour partager un moment ensemble avec une musique cinéphile, avec un esprit. L'idée c'était de partager un bon moment collectivement avec de la musique, des films et puis des verres aussi à partager. Enfin voilà, tout ce qui fait l'histoire de l'Atalante. Le côté convivial de l'Atalante. Ouais, le côté convivial, le côté discussion, le côté échange, le côté interaction. Parce qu'en fait c'est tout ça l'Atalante. C'est pas juste une projection, on rentre chez soi, on interagit avec les autres, on prend des verres, on partage des discussions sur les films, on argumente sur les films. Alors pourquoi on a choisi ce film pour cette soirée adhérent, pour la journée du 8 mars surtout. Pour la journée du 8 mars, ça nous paraissait un peu une évidence que ce film avait quelque chose à dire là-dessus. Et d'abord parce que ça a été un vrai phénomène en Italie. Ça on le sait, hein, il est sorti à un moment donné où ça a fait vraiment écho à ce qui se passait aussi dans la société italienne. Et puis après il y a quand même, je trouve qu'il y a un côté assez chouette qui rappelle un peu le cinéma populaire des années 40, 50 et aussi le néo-réalisme italien. Il y a un travail aussi spécifique sur l'image, sur le noir et blanc. Et puis à la fois vraiment cette dimension populaire assez émouvante qui nous paraissait totalement adaptée à une soirée où on a envie de fêter un peu le cinéma avec nos plus fidèles spectateurs. Et puis on se retrouve effectivement aujourd'hui grâce à vous à gérer cette montée en puissance d'une structure, puisque je rappelle que sur l'année 2023 on a fait 143 000 entrées. On va parler de ce prix, de cette nomination dans les meilleurs exploitants de l'année en 2023. Donc ça veut dire une reconnaissance nationale pour l'Atalante. Cette reconnaissance nationale, nous l'avions déjà eue il y a pile 20 ans, en 2003, désolé, je ne vois pas les années passées. En 2003. Et en 2003, il y avait 5 CDI et on faisait à l'époque 78 000 entrées. Aujourd'hui, l'Atalante, c'est 21 CDI. Et on fait 143 000 entrées, voilà. Et en 2003, il y avait déjà Maëlina qui était là, voilà. Et l'équipe a pas mal évolué. Mais on est aussi très content d'avoir gardé certains, Muriel Totti, Maëlina, qui étaient déjà là à l'époque. Donc tout ça pour vous, effectivement, vous faire mesurer le chemin parcouru, l'ouverture de ce lieu dont je parlais. Donc on va fêter début juin les 5 ans d'ouverture. Allez, jeunesse! One more time, one more time.